Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre espace rendez-vous santé stéthoscope, une émission réalisée par Hind Jenhiya, Cyril Abou pour vous accompagner au micro. L'actualité sanitaire reste, comme vous le savez, le Covid-19 qui continue justement à faire de plus en plus de victimes. La liste s'allonge. Là, les dernières 24 heures font état de 593 nouveaux cas de contamination, 5 nouveaux décès, 323 guéris, 62 patients en soins intensifs. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui vont certainement se multiplier selon les experts dans les jours à venir. Le non-respect, vous le savez, des gestes barrières, le lavage fréquent des mains, la distanciation physique, le port de masque obligatoire, le confinement quand on n'a pas besoin de se déplacer, sont certainement les raisons justement de ces chiffres qui grimpent, et justement un virus dont la contagiosité est importante, surtout que de nombreuses décisions ont été prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, justement, qui ont été prises dans le but de casser cette chaîne de transmission, dont le dépistage élargi, par exemple, aux laboratoires aussi bien publics que privés. Pour en parler ce matin, nous avons avec nous en direct dans les studios d'Alger Chaîne 3, professeur Kamel Djenouhat, qui est professeur en immunologie, d'abord chef de service biologie médicale à l'hôpital de Ruiba et président de la Société algérienne d'immunologie. Professeur, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Également avec nous dans les studios, un invité incontournable, évidemment, parce que il s'agit aussi des citoyens de la société civile. Nous avons avec nous Monsieur Hassan Nouar, qui est président de l'association algérienne de protection du consommateur El-Aman. Monsieur Nouar Hassan, bonjour. Bonjour à vous, Madame Cilia, et puis merci pour l'invitation et merci à la radio nationale et surtout à la radio Chaîne 3. Pour toutes vos questions, mesdames, messieurs, le 021 48 15 15, vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de l'émission Stéthoscope. Stéthoscope, l'émission qui prendra l'émission à l'écoute de votre santé. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il est 11h07 sur Alger Chaîne 3. Nous parlons ce matin dans l'émission Stéthoscope du Covid-19, évidemment, des chiffres qui grimpent, justement, et comment faire aujourd'hui pour limiter un petit peu les dégâts, pour que cette liste qui s'allonge s'arrête enfin. Nous avons avec nous professeur Djenouhat et monsieur Hassan Nouar en direct dans les studios d'Alger Chaîne 3, évidemment en respectant la distanciation physique. Professeur Djenouhat, peut-être une réaction par rapport à ces chiffres qui ne font que grimper et devenir de plus en plus importants. 593 nouveaux cas entre de la nuit du jeudi au vendredi, 322 guéris, 62 patients en soins intensifs, c'est-à-dire en situation de détresse. Eh bien, c'est une situation prévisible. Donc, si vous vous rappelez, à la fin du mois de carême, on était vraiment vers la pente descendante. Et durant les 10 derniers jours du mois de carême, et surtout durant la semaine de l'Aïd, malgré que les instructions étaient claires et nettes, de ne pas se déplacer, de ne pas faire des visites familiales, malheureusement, la population n'a pas suivi les instructions émises par la tutelle. Et donc le non-respect de ces mesures de protection, on s'attendait qu'à partir de 3 semaines, 1 mois, on allait avoir ces chiffres qui malheureusement ne cessent d'augmenter parce qu'il y a quand même une partie de la population qui continue à ne pas respecter ces mesures de prévention. Et malheureusement, on voit aujourd'hui que le personnel soignant, qu'il s'agisse de médecins, d'infirmiers, paye le lourd tribut vu qu'ils sont en première ligne. Mais est-ce que, par exemple, on peut dire que ces personnes-là ont eu le Covid parce qu'ils n'ont pas respecté peut-être un peu ou qu'ils ont failli quelque part Pour être honnête avec vous, on a fait quelques enquêtes. Effectivement, il y avait pas mal de personnel soignant qui a attrapé le virus des structures hospitalières. Donc, c'était dû probablement au non-respect, parfois,
des mesures préventives. On pense que ça n'arrive qu'aux autres. Hein, quand on est médecin, on pense qu'on est protégé, alors qu'en fait... Mais je tiens à préciser qu'il y a quand même une partie de personnel soignant qui a attrapé le virus en dehors des structures hospitalières. Ah, d'accord, oui. Donc, comme vous le savez, il faut toujours comparer les pourcentages de personnel soignant et de la population. Si on trouve que le pourcentage il est presque le même, donc on peut conclure que cette contagiosité provient de l'extérieur. Par contre, dans le milieu médical, dans le milieu hospitalier, on a constaté que quand même il y a un pourcentage plus élevé. Donc, il y a des gens qui l'ont attrapé au sein des hôpitaux et une autre partie qui l'avait ramené de l'extérieur de l'hôpital. Très bien. Monsieur Hassan Mnowar, aussi, vous réagissez souvent et on vous voit aussi sur les réseaux sociaux sensibiliser un petit peu, puisque c'est votre rôle, hein, en tant que président de l'association de protection du consommateur, Amen. Et vous êtes parfois, vous exprimez justement la rage par rapport à ce qui se passe et de répéter à chaque fois. Bon, il y a de quoi quand même, hein, quand on voit maintenant le nombre de décès. Hein, donc, je crois qu'il n'y a pas un Algérien qui doit pas connaître quelqu'un, que ce soit dans sa famille, dans ses proches, un décès. Donc, moi-même hier, j'étais abasourdi de savoir d'avoir la mauvaise nouvelle de quelqu'un que je connais à Bouira et qui a été enterré hier et de suite, on m'avait annoncé qu'il y avait encore 5 autres qui ont été enterrés dans les mêmes conditions. Je suis aussi très furieux et très en colère parce que le soir non, c'est juste avant le Maghreb, j'appelle quelqu'un de Sétif, un relais à moi, pour qu'il me donne des nouvelles de Sétif. C'est là où il y a le gros du problème Covid actuellement. Et il me dit que, écoutez-moi bien, il me dit que je suis au marché. Le marché, il est plein. Et il est plein de monde parce qu'il faisait moins chaud. Les gens faisaient le marché. Et quand je lui dis, avec tout le nombre de morts, comment vous faites? J'ai même crié au téléphone. Il m'a dit, écoute, Hassan, les gens ici ne croient pas encore au Covid. Et tous les morts qui ont été enregistrés Covid, pour eux, ils sont morts d'une autre maladie ou d'autre chose, mais pas de Covid. Ils ont juste été inscrits comme Covid. Donc ça s'est passé hier. On est samedi, donc c'est passé vendredi soir. On est le 18, c'était le 17 juillet. Il y a eu près de 600 dépistés positifs. Hein, et 12 morts, je crois, 12 décès. Et les gens disent encore ça. Donc il y a de quoi être furieux, il y a de quoi être en colère, parce que on est très inquiet en plus. On est au mois de juillet, pratiquement presque à la fin de juillet. Il y a la rentrée sociale qui approche, la rentrée scolaire, la rentrée universitaire, le bac, les examens, le retour à la vie normale qu'on attendait. Et on est en train de voir qu'on est en train d'aller dans l'autre sens, d'aller au fond encore. Parce que le nombre va aussi augmenter malheureusement, du moment que on se comporte de la sorte, du moment que les gens n'y croient pas, du moment que maintenant en venant, je vois des gens à l'extérieur sans bavette, des femmes entraînant leurs enfants pour aller faire des courses, etc., etc. Donc on voit aussi les gens s'entasser dans les postes, Algérie Poste, pour aller retirer de l'argent et sans s'inquiéter de ce virus du tout, carrément du tout. Le port de bavette, malheureusement, tout ce qu'on avait dit, même ici chez vous, avec vous, Madame Célia, les gens ne la portent pas. Ceux qui la portent très mal. Il y a des gens, et ça, je dois le dire aussi, la bavette, on avait dit qu'il y a un type de bavette qui doit se porter seulement une demi-journée. Bon, les médecins ont dit 4 heures, nous on avait dit une demi-journée, parce que bon, les gens la portent 2-3 jours. Les bavettes en tissu, elles sont pas en norme, malheureusement, et elles sont pas lavées. J'en ai vu, je le dis ici aujourd'hui, qu'il y a des bavettes qui sont déchirées même sur les visages, et on les porte toujours. Ça veut dire qu'elles datent de plusieurs jours. Ça veut dire qu'on va où? Sincèrement, non seulement je suis en colère, mais j'ai très peur. J'ai très peur pour nous tous, pour l'Algérie en tant que être humain et pour notre santé, mais aussi pour l'économie, parce que ça va de soi. Oui. Maintenant, si on redémarre pas, les choses vont aller encore très mal à partir de septembre. Surtout que le virus est très contagieux. Hein. On dit que c'est un virus contagieux. Je voulais
justement poser la question, le virus serait, selon certains spécialistes, plus virulent. Quelles en sont les causes, professeur Genoret? En effet, pas plus virulent, mais plutôt plus contagieux. Il a subi une mutation, on va dire, oui, qui était à l'origine d'augmenter le nombre de la protéine qui va se lier à la récepteur cible et d'augmenter aussi la liaison, l'affinité de la liaison. Donc, il devient beaucoup plus contagieux. Et lorsqu'il devient plus contagieux, on s'attend à avoir un nombre élevé de contamination et de nouveaux cas. Et si on a un nombre élevé de nouveaux cas, automatiquement, on aura un nombre élevé des malades qui nécessitent une prise en charge dans les unités de soins intensifs. Et malheureusement, je l'espère pas, mais on peut éventuellement avoir beaucoup de décès à l'avenir. Oui, professeur Mnowar. Monsieur Mnowar, j'ai tendance à dire professeur, je reçois que des professeurs et des médecins dans cette émission. Monsieur Mnowar est président de la société, de l'association de protection du consommateur. Il est aussi architecte. C'est ça, c'est ce qu'on devrait dire. On est en train de faire des appels même aux médias lourds, la télévision, les télévisions, pour aller faire même des reportages au niveau des hôpitaux, des services où on soigne. Il faut peut-être montrer à la télé des images choquantes, voilà, des images choquantes, des vidéos où on montre le malade sans montrer son visage, mais montrer sa souffrance. Montrer aussi les difficultés quand le personnel soignant, c'est-à-dire les quand témoignages même, peut-être. Mais tout le monde maintenant, même les gens qui disent qu'il n'y a pas Covid, mais si on lui dit d'aller s'approcher à 20 cm d'un malade Covid, il va pas le faire. Non, voilà. Il va pas à l'hôpital. Mais allons voir des médecins en train de soigner à 20-15 cm un malade Covid. Ces médecins, c'est pas parce que je suis en présence d'un médecin que je le dis, mais j'ai un frère médecin et j'ai plein de médecins dans la famille. Mais ces médecins, ils ont aussi des femmes, des enfants et une vie. Donc pourquoi eux, ils sont en train de se sacrifier et les autres disent encore qu'il n'y a pas Covid, il faut pas attention. Quand on leur parle de bavette, ils disent moi j'ai pas peur, je suis courageux, le moutouhta, etc. Donc il faut montrer ça, il faut montrer aussi à l'extérieur les familles de ces malades qui sont en train d'attendre des nouvelles, avec une grande angoisse, du stress, des larmes, des pleurs, des cris, l'angoisse aussi d'aller trouver ou faire un dépistage. Voilà, parce que chaque malade, tous ses contacts au 3e degré, donc premier contact, 2e contact, 3e contact, doivent aller faire des tests. Ils trouvent pas où faire des tests. Ça coûte cher quand on les trouve. Donc il faudrait que les télévisions montrent ça et plusieurs fois par jour pour que les gens cessent de dire qu'il n'y a pas Covid et que c'est pas grave, et puis moutouhda, ok, d'accord, mais pourquoi aller mourir massivement comme ça, de cette manière? C'est-à-dire les gens qui sont en train de dire ça, moi je leur dis, vous imaginez, vous avez un parent qui a 80 ans, vous avez fait attention pour lui toute cette vie, à la fin, il est enterré seul avec 3 ou 4 personnes, et vous n'avez même pas le droit d'aller le voir avant de l'enterrer. Donc l'image elle est choquante. Il faudrait montrer aussi les enterrements, comment ils se font, pour que les gens arrivent à comprendre. Nous avons une certaine culture, les Algériens. D'ailleurs là, c'est un appel qu'on avait fait en mois d'avril aux experts en sociologie et psychologie, d'ailleurs à tous les universitaires, de nous faire des études d'appoint actuellement rapidement dans les universités et par région. On en a tellement maintenant, on a des dizaines d'universités dans toutes les régions. Ceux d'Adrar vont nous faire une étude sociologique sur les gens d'Adrar, comment qu'ils prennent en charge ce sujet. Ceux de Msila, ceux de Sitif, d'Alger, Oran, et qu'on nous dise à nous, les associations, comment parler. Oui. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je dois dire et comment, quelle est la façon de parler, et aux médecins aussi, comment agir, et aussi aux gens qui sont au gouvernement, au pouvoir, comment prendre des décisions valables et des décisions qui pourraient être plus efficaces que les décisions qui ont été prises à ce jour. Donc, il faudrait maintenant aller vers d'autres méthodes plus franches. Mais elles doivent être aussi plus courageuses. Voilà, professeur Djenouhat, il disait, il a soulevé un problème important, monsieur Mnowar, quand il parlait à l'instant, justement du fait que tout le monde veut faire un test. À la moindre suspicion, on a le nez qui coule, on a de la fièvre. On a tous les symptômes du Covid, mais on ne trouve pas où faire le test. Quand on veut se déplacer, il faut vraiment aller dans un état catastrophique peut-être. Mais le président de la République, justement, pour pallier à ce problème, avait pris la décision, Abdelmajid Tebboune, d'élargir ou d'autoriser, j'allais dire, les laboratoires, justement, à effectuer ces tests. Aller vers les laboratoires aussi bien publics que privés.
Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que on a fait de sorte, est-ce que ces gens-là vont vers le privé aussi? Est-ce qu'ils ont confiance en le privé aussi? Lorsqu'on parle de tests, il y a deux types de tests. Voilà. Il y a le test, il y a la PCR qui est le test de référence par excellence. Oui. Par excellence par l'OMS, c'est pour dire que le virus il est là. Oui. Il y a la sérologie qui a suscité beaucoup de polémiques, que ce soit dans le milieu médical ou autre. Ce qu'il faut savoir, le premier point, c'est que on n'a pas le droit de se faire tester sans prescription médicale. Donc il faut voir un médecin et c'est le médecin qui doit prescrire le test. Maintenant, où aller? C'est vrai qu'au début, durant les premiers 3 mois, on avait pas mal de dons de la Chine concernant les tests rapides, donc on a fait quand même, on a pu tester pas mal de malades. Maintenant, on aurait dû, au début, lorsqu'il y avait un malade positif, l'idéal aurait été d'analyser, de tester l'entourage pour limiter la propagation du virus. Malheureusement, chose qui n'a pas été suivie. Parce que quand on trouvait quand même un cas positif, ce qui n'était pas normal, c'est de le renvoyer chez lui, lui dire allez-y vous confiner. Mais ce monsieur, quand il va se confiner, il va certainement peut-être contaminer son entourage, si les mesures ne sont pas prises comme il se doit. Eh ben, ça, vous avez touché un problème énorme. Pourquoi? On a constaté que la plupart des patients qui ont été libérés, qui ont des formes légères, modérées, pour éventuel confinement à domicile, exactement, on a constaté qu'ils ne respectaient même pas le confinement. Oui. Le deuxième problème qui se pose, malheureusement, il y a quand même une tranche des malades qui était un peu, si je pourrais le dire, de mauvaise foi. Ils ne disaient même pas à leur entourage que je suis malade. Oui. Et ça s'est arrivé, que ce soit au milieu médical ou bien dans le milieu non médical. C'est comme si être infecté par ce virus est devenu un tabou. Tabou, oui. Pas du tout. C'est une infection qui peut dans un grand pourcentage des cas évoluer vers la guérison. Il y a un petit pourcentage, exactement. Ce n'est pas le sida. Ce n'est pas le sida. Donc, continuons toujours avec le test, la crédibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tests employés dans les structures publiques sont les mêmes tests qui sont employés dans le secteur privé. Donc, en ce qui concerne la validation, c'est vrai que l'OMS n'a pas validé ces tests sérologiques, mais vous le savez très bien, l'OMS n'a pas validé le schéma thérapeutique adopté en Algérie. Oui. Donc, chaque pays doit concevoir une approche propre à lui. Son propre protocole. Exactement, en fonction des données sanitaires et des données surtout économiques. Surtout économiques, justement. Oui, monsieur Mnoa. D'abord, laissez-moi juste vous dire, les docteurs, que même le sida actuellement, c'est pas tabou parce que tout à fait. Parce qu'on peut le choper chez le dentiste, chez le coiffeur ou chez le médecin. C'est pour ça que quand on va chez le dentiste, il faut dire qu'on a le sida aussi pour que le dentiste prenne les mesures. Exactement. Mais franchement, même la personne qui est atteinte de sida, on ouvre une petite parenthèse, si elle le déclare pas, c'est pas un peu de sa faute parce que il faut dire que c'est des gens stigmatisés aussi aujourd'hui. Quand vous voyez, on a eu des témoignages dans cette émission quand il y a un sidéen qui se présente chez un dentiste ou chez un médecin et qu'il déclare qu'il a le sida, il y a même des médecins ou des dentistes, excusez-moi de le dire, je ne généralise pas dans cette émission, mais qui ont refusé de prendre en charge cette personne parce que justement elle était atteinte de sida. Et quand on voit un Covid-19, c'est vrai que on ne doit pas stigmatiser. Avec le Covid, c'est comme si c'était la peste ou non. Il faut dire seulement que franchement, si vous avez le Covid-19, le coronavirus, protégez-vous, mettez une bavette, il y a la distanciation physique, on ne peut pas choper comme ça et attraper comme ça il faut le faire savoir. Le virus, c'est comme la grippe, on peut être confiné chez soi, c'est pas la peine d'aller ailleurs, chez soi, dans une chambre où on doit justement respecter la distanciation
physique, se laver les mains plusieurs fois par jour et porter son masque. Quand on est seul dans la chambre, on enlève le masque. Mais dès qu'on a un membre de sa famille, on le porte, c'est tout. Hein. C'est non, pas justement, Madame Célia, moi je voulais parler des tests et de la traçabilité des malades. Oui. Donc les tests, nous d'abord, je voudrais juste, je suis en train de regarder notre publication de l'association Amen, où on avait demandé, parmi les 5 propositions très importantes, hein, donc les tests massifs. Oui. C'est-à-dire après pratiquement 5 mois de lutte contre cette maladie ou contre ce virus, on doit quand même maintenant aller vers des tests massifs. Parce que j'ai dit qu'il y a des échéances. Ça serait l'idéal. Oui, mais normalement, moi je me dis, je l'ai toujours dit que en toute... d'aller ailleurs, hein, chez soi, dans une chambre où on doit justement respecter la distanciation physique, se laver les mains plusieurs fois par jour et porter son masque. Quand on est seul dans la chambre, on enlève le masque. Mais dès qu'on a un membre de sa famille, on le porte, c'est tout. Hein. C'est non, pas justement, Madame Célia, moi je voulais parler des tests et de la traçabilité des malades. Oui. Donc les tests, nous d'abord, je voudrais juste, je suis en train de regarder notre publication de l'association Amen, où on avait demandé, parmi les 5 propositions très importantes, hein, donc les tests massifs. Oui. C'est-à-dire après pratiquement 5 mois de lutte contre cette maladie ou contre ce virus, on doit quand même maintenant aller vers des tests massifs. Parce que j'ai dit qu'il y a des échéances. Ça serait l'idéal. Oui, mais normalement, moi je me dis, je l'ai toujours dit que en toute cette période, donc le gouvernement algérien avait tout le temps d'établir des bons de commande un peu partout dans le monde et d'avoir les moyens et les consommables qu'il faut pour faire des tests massifs. Pas tous les Algériens, mais on a des régions, des localités où il y a une alerte. Donc dans cette région, on fait un test massif. Après le test massif, c'est la traçabilité, le traçage systématique. C'est-à-dire que tous les contacts et des personnes détectées positives doivent être systématisés. À l'aide, on a des centres de santé, on a des polycliniques, on a des dispensaires. Et puis, chaque cas confirmé doit être mis en quarantaine et non renvoyé chez lui. Les contacts, des contacts et des contacts. Donc, je parle là de 3 degrés de proximité, doivent être repérés et pistés. Voilà ce qui a été écrit et dit et proposé. Donc, maintenant, si au jour d'aujourd'hui, on parle pour donner des propositions, on est société civile, il y a des médecins, il y a des professeurs, il y a vous, les médias, c'est pour qu'il y ait quand même un tout petit peu de suite à tout ça. On est en train de rentrer dans un mur, il faut le dire. On parle de 600 contaminés en 24 heures. Sur combien de personnes dépistées ou testées? Oui, sur 2500. Il faut dire que ce chiffre ne reflète pas la réalité. Pas du tout. Très loin. Ça, c'est les chiffres officiels qu'on a. Oui. Mais sinon, toutes les personnes qui ne sont pas dépistées, on a 2500. Donc, à ma dernière information, il y a 3 jours, il n'y a que 2500 personnes testées. Je parle sous contrôle du médecin, chef de service. Il va peut-être confirmer ou infirmer. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise qu'il y a 30 000, 40 000 cas dépistés. Pas du tout. Mais il n'y a que 2500. 2500, c'est la toute petite commune d'Algérie. Je sais pas, on est à beaucoup moins qu'une petite commune d'Algérie. On va pas faire peur à la population, mais on va dire quand même qu'on est tout au début, hein, professeur Djinouhat. En fin de compte, on espérait que durant le mois de juillet et d'août, ça sera la fin de cette pandémie, mais comme on est en train de voir ces chiffres effrayants, c'est le début. Et ce qui va un peu conditionner l'avenir et la rentrée sociale, comme vous l'avez dit, c'est toujours l'assiduité, le comportement de citoyens. Donc si on continue à se comporter avec cette, si je peux le dire, irresponsabilité. Et laxisme. Exactement. On va surtout qu'il y a les rites qui approchent, il y a des événements, on est en plein été, les gens se déplacent entre eux. Vous savez que maintenant il n'y a pas de vacances, les gens prennent des vacances, mais ils prennent des vacances pour aller chez leur famille. Hein. Ça fait 2 années, 3 années, on disait toujours ici, les gens qui n'ont pas les moyens de partir à l'étranger. La plage, hein, il y a même des structures hôtelières qui sont ouvertes, il faut le dire, hein, et qui reçoivent la population.
et on comprend pas. Moi, je vous dirais que même il y a des mosquées dans certains villages, dans les montagnes, je dirais pas où, qui n'ont jamais fermé. Et les 5 prières de la journée ont été tenues et sans distanciation. Voilà. Donc, il y a des cafés qui n'ont jamais fermé, même au bout des routes nationales. Et là, je me pose aussi question, en tant que société civile, président de l'association Amen, le citoyen n'est pas discipliné, il n'écoute pas. Mais, tous les postes de police, tous les postes de gendarmerie qu'on a dans toutes ces localités, elles sont où? Elles sont où? Il faudrait dire aussi que ce couvre-feu sanitaire qu'on a imposé, il n'est respecté qu'aux alentours des commissariats. Dans les cités, au contraire, c'est la grande fiesta. Les gens jouent du domino, à la carte, dama, et ils font les enfants n'arrêtent pas de jouer jusqu'à 1h du matin, et donc tout ça, et c'est vrai qu'il y a une grande responsabilité des citoyens qui n'arrivent pas à se prendre en charge pour se protéger. C'est pour cela qu'on avait demandé à ce qu'il y ait des études sociologiques et des études psychologiques par région mais aussi on n'a pas imposé la loi, on n'a pas imposé, on n'a pas été très très sévère, suffisamment sévère, je dirais. Très bien, si vous permettez, nous allons passer notre sponsor. Saïdal, on revient juste après. Leader national du médicament générique. La qualité au cœur de nos préoccupations. Défis et réalisations. Projet en perspective. Votre confiance est notre force. Notre expérience au service de votre santé. Saïdal, science et santé. 29 minutes sur Alger Chaîne 3. C'était notre partenaire Saïdal. Vous savez, les gels hydroalcooliques, vous pouvez les acheter en pharmacie. Ceux fabriqués par Saïdal sont très bien, répondent aux normes. N'achetez pas ces gels un peu partout. Il faut aller en officine justement. Et je vous recommande vivement, c'est pas de la pub, mais les produits Saïdal sont très bien et de bonne qualité. Ils répondent aux normes internationales. 11h30 minutes sur Alger Chaîne 3. Nous avons Amirouche qui nous appelle de l'Arbanetiraten. Amirouche, bonjour. Bonjour Sidi Labou, bonjour chers auditeurs. De quelle région l'Arbanetiraten? De quel village, on va dire? Je suis du plus grand village de la Kabylie, à savoir Taouret Moukran. C'est Moukran, voilà, oui. Voilà. Oui, Amirouche, oui, vous êtes avec nous en direct. Oui, si vous le permettez de me donner quelques instants pour expliquer un petit peu ma vision des choses. Moi, je sais qu'à l'Albanetiraten, c'est très organisé. C'est bien, on respecte, il y a le respect des mesures barrières, des gestes barrières. Franchement, chapeau bas. Oui, Amirouche, allez-y. Il y a un constat amer avant toute chose, demain qu'il est né devant tous les corps soignants qui sont décédés, qui se sont sacrifiés, qui continuent à le faire. Je souhaite un prompt rétablissement à tous les malades et leurs parents. Voilà, donc on est en face d'une catastrophe qui s'est imposée. Mais force est de constater que de plus en plus il y a comme un phénomène d'inconscience Et chez vous à l'Albanetiraten, comment ça se passe? Même chez nous c'est la même chose, honnêtement. Même à Tizi Ouzou, partout il y a un relâchement total, les gens s'en foutent éperdument. Oui, mais dans certains villages quand même à l'Albanetiraten, on a vu que on contrôlait les citoyens qui rentraient, qui sortaient, qui... Ça c'est tout au début. Ah, d'accord. Et maintenant, il y a eu relâchement? C'est dommage, hein? Il y a un relâchement un petit peu partout. Je pense que c'est un phénomène mondial. Oui. Mais les gens, on a beau sensibiliser. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour sensibiliser. Maintenant, d'ailleurs, je vous avoue que j'ai fait une vidéo, je poste souvent des vidéos pour sensibiliser. Oui, il faut sensibiliser justement dans vos villages, dans votre environnement. Merci Amirouche de nous appeler, on a beaucoup d'appels, merci, j'espère que vous continuerez à le faire. Nous avons au bout du fil Rania qui nous appelle de Skikda. Rania, bonjour. Bonjour, je vous appelle de Skikda justement. Bonjour à vous, aux professeurs qui vous accompagnent et à toute la population algérienne. Je suis de Skikda et j'habite une zone touristique.
J'habite Stora, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, j'entends parler, oui, bien sûr. Donc, pour nous habitants, la route est fermée, les commerces ne travaillent pas, mais les gens font la fête. Pas plus tard qu'hier, il y avait une fête, il y avait un cortège de mariés composé de plus de 60 voitures avec les barouds, avec les chants, et ils sont passés par la police. La police ne les a pas arrêtés, n'a rien fait. J'étais à mon balcon, je regardais, c'était vraiment catastrophique. Alors qu'ils verbalisent les gens qui sont dans leur voiture, qui ne portent pas une bavette, une personne dans sa voiture qui ne porte pas une bavette, ils la verbalisent, et toute la police, population dehors, pratiquement aucune personne ne porte la bavette. Et si elle la porte, elle la porte autour du cou. Oui, on a dit que la bavette devait justement protéger le nez et la bouche et non pas être portée. Exactement. Oui, et comme malheureusement. Disait monsieur le professeur, la personne la porte pendant je ne sais pas combien de jours parce qu'il n'y a pas de disponibilité. Les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe et ils sont comme vous disiez tout à l'heure, comme quoi cette maladie c'est une maladie imaginaire, c'est une maladie du système, c'est une maladie politique, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour leur faire comprendre. Et merci beaucoup. La police elle-même, je vous dis la vérité, moi je le dis en face, je leur dirai à eux-mêmes, la police eux-mêmes ne porte pas la bavette et c'est la portée là. Ils font la bise, la police, ils touchent la main aux gens qui connaissent. Moi, je suis outrée, je suis scandalisée. Merci, merci Rania pour votre appel, un cri d'alarme de Rania qui nous a appelé de Skikda. Yamina de Blida, Yamina, bonjour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour, je suis une fidèle de vos émissions. Vraiment, j'entends les professeurs et ça me fait plaisir de voir qu'on a de bons médecins, de bons professeurs. Et je l'ai toujours dit, hein, on a les meilleurs. Hein. D'ailleurs, ils excellent ailleurs, mais c'est l'environnement, vous savez, qui ne s'y prête pas parfois. Oui. Je suis biologiste de formation parce que ça me fait mal au cœur. Et maintenant, justement, dans toutes les familles, il y a un décès, il y a des gens qui sont atteints. Moi, j'ai mon fils qui est diabétique de 26 ans. Je vous ai parlé l'autre jour pendant le ramadan. Et maintenant, il a chopé le virus. On l'a pas, il n'est pas suivi du tout. C'est-à-dire, c'est un pharmacien, il se débrouille tout seul. Et j'appelle justement, moi j'ai lancé un appel. Avant le ramadan, j'ai dit, qu'est-ce qu'on attend pour généraliser le masque? Maintenant, il faut passer aux sanctions. Il faut sanctionner les gens. Oui, il faut sanctionner, oui. Oui, c'est vrai. Savez, le côté répressif est important. Il faut faire comme la ceinture de sécurité. Hein. À un certain moment, personne ne l'a portée. Et quand on a touché à la poche des gens... Il y a un cas. Oui. Il y a un cas dans une famille. Bon, mon fils, il est isolé tout seul. Mais quand même... Il n'y a pas, quand même, au niveau d'une daïra, on peut faire des choses quand même. Des oui. Et dites-moi, à Sétif, comment ça se passe actuellement? Est-ce que ça s'est un petit peu calmé? Est-ce que les gens sont rentrés un petit peu? Les malades ne sont pas pris en charge. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on les renvoie chez eux, on leur dit, allez chez vous. Hein, le malade, il se débrouille, il va faire un scanner. Il n'y a pas de PC, il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test. Et maintenant, ce que je veux dire maintenant, moi, je dis, on a des épidémiologistes, on a des médecins, on a tout ce qu'il faut en Algérie, mais on manque un peu de moyens. Je sais que les médecins sont débordés. Je pense aux médecins qui sont morts. On rend hommage aujourd'hui dans cette émission parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ont pris sur eux. Il y a des médecins qui ont été, le personnel est saturé, on va dire. Hein. Il y en a qui ont fait des crises cardiaques parce qui ont eu des infarctus sur place. Célia, excusez-moi. Maintenant, il faut passer à une étape supérieure. Il faut tester, isoler et traiter. C'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Merci plutôt Farida qui nous a appelé de Sétif. On va peut-être prendre un dernier appel parce qu'on peut pas prendre tout le monde au téléphone malheureusement. On a des questions à laquelle on doit répondre. Alors, nous avons avec nous Samir qui nous appelle de Koléa. Samir, bonjour. Bonjour. Alors, Samir, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va, très bien. On fait avec la pandémie. Voilà, vous m'écoutez? Oui, bien sûr, on est à l'écoute et on est en direct, oui. Je veux juste faire une petite intervention par rapport... vous êtes en train de conduire, Samir?
je me suis garé. Voilà, arrêtez-vous s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit de parler au téléphone et conduire, sauf si vous avez le kit main, oui. Non, j'ai pas de combiné à la main. Je parlais au Bluetooth. Très bien. En fait, mon intervention est très simple. C'est par rapport à certaines décisions qui ont été prises récemment. Oui. Par exemple, de confiner avec un couvre-feu à 13h. Et pas, par exemple, Fouca. Alors que Fouca, qui représente beaucoup plus de danger par rapport à Koléa. Oui. Donc, je me demande comment ça s'est fait. En fait, moi, personnellement, par exemple, on nous a vraiment embrouillé par rapport au travail. On ne peut pas bouger, on ne peut pas travailler. C'est un vrai problème. Oui. Moi, personnellement, quand je me vois que je suis quelqu'un qui fait attention, je suis diabétique. Donc, je suis très, très à cheval sur les gestes barrières, oui. J'ai tout le temps mon gel avec moi et même mes enfants ne sortent presque pas, pratiquement, ils ne sortent pas du tout de la maison. Donc ensuite on se retrouve quand même, on fait tous ces efforts et on se retrouve quand même confinés et des problèmes avec le travail parce que je ne travaille pas chez l'État. Je suis chez oui, vous êtes dans le privé, oui. Le privé qui a pris un coup, justement. Oui, justement. On a redémarré dernièrement quand ils ont mis le couvre-feu à 17h. Ça a été plus ou moins, on arrêtait à 15h le travail, j'arrivais 1h30 plus tard parce que je travaille à Alger. Donc quand on a mis à 20h, c'était encore mieux. Et alors, je pense que le problème, ils essayent de confiner, d'arrêter les gens chez eux, mais c'est pas suffisant. Je viens d'entendre deux femmes qui ont intervenu, qui disent que certaines forces d'ordre ne font pas vraiment leur travail, c'est-à-dire ils voient les gens sans bavette, ils voient les gens prendre des... Et pourtant, des décisions ont été prises par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a été très très clair et très strict. Maintenant, sur le terrain, il va falloir peut-être renforcer un petit peu tout ça. Et puis, oui. Personnellement, je suis pour que renforcer la police de proximité. Oui. Pour vraiment gérer, parce que arrêter les gens du travail, faire des couvre-feu, ça n'arrange pas. Les gens, venez voir à Koléa, entre, on va dire, 7h du matin à 13h, tout le monde essaie de faire tout à la fois, parce que les gens n'ont pas le temps. Oui, oui. L'administration pleine, les boulangers, vous voyez, il fallait voir les boulangers, la queue qu'il y a chez les boulangers avec les gens. Oui, oui, oui. Il faudrait que c'est un problème socio-culturel chez nous. Hein. Il faudrait quand même changer cette mentalité. Il faudrait, comme l'a dit Monsieur Mnouar tout à l'heure, Hassan Mnouar, peut-être qu'il faut choquer la population à la télévision, montrer ce qui se passe dans nos hôpitaux, professeur Djenouhat, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci. Et puis je pense que ça a toujours été, il faut qu'il y ait la police de proximité. Il faut recruter et avoir de la police partout pour que les gens, parce que j'ai remarqué par exemple certains gens qui vous disent ils vont passer par là, alors vous voyez les trucs. Oui. En tout cas, votre message est passé, Samir. Merci beaucoup. Vous nous appelez de Koléa. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés. Vous savez qu'on peut pas avoir tout le monde au téléphone. Excusez-nous si on peut pas répondre justement au téléphone, puisque nous avons les spécialistes ici présents et nous sommes obligés de faire vite, un petit peu vite. Et oui, nous sommes frustrés par le temps qui nous presse. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, mais on dit le plus important. Voilà. Mais disons déjà pour répondre, vous permettez docteur, je vous ai pris la parole. Déjà pour répondre à certains questionnements des auditeurs qui ont appelé. Donc le confinement, il ne pourrait être, et pour nous en tant qu'association, on avait écrit même à Monsieur le Président de la République, que le confinement ne pourrait être efficace que s'il est total par localité. L'Algérie elle est grande, on ne peut pas confiner toute l'Algérie en même temps. Les wilayas ou les régions, les daïras, les communes où il n'y a pas de maladie, on doit les cerner, les isoler, les protéger et les laisser travailler. Puisque nous avons les spécialistes ici présents et nous sommes obligés de faire vite, un petit peu vite. Et oui, nous sommes frustrés par le temps qui nous presse. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, mais on dit le plus important. Mais disons déjà pour répondre, vous permettez docteur, je vous ai pris la parole. Déjà pour répondre à certains questionnements des auditeurs qui ont appelé. Donc le confinement,
il ne pourrait être, et pour nous en tant qu'association, on avait écrit même à Monsieur le Président de la République, que le confinement ne pourrait être efficace que s'il est total par localité. L'Algérie elle est grande, on ne peut pas confiner toute l'Algérie en même temps. Les wilayas ou les régions, les daïras, les communes où il n'y a pas de maladie, on doit les cerner, les isoler, les protéger et les laisser travailler. Mais les wilayas ou les régions, les localités où il y a un problème, on les confine totalement. D'ailleurs, il y a l'Eid qui approche. Et permettez-moi d'en parler. L'Eid, c'est pas le mouton lui-même, c'est pas le fait d'égorger qui est dangereux. C'est pas ça du tout. C'est les embrassades, c'est les visites familiales. Donc arrêtons de polémiquer sur l'Eid. L'Eid, c'est un fait, c'est une action de religion. On doit la pratiquer pour ceux qui peuvent la pratiquer. On a fermé les mosquées. On a fermé les mosquées parce qu'il était question de vie ou de mort. Donc pourquoi les gens qui ont peur de l'Eid n'ont pas à le faire? Ceux qui n'ont pas les moyens. Je précise, ceux qui habitent les campagnes, ils ont une ferme, ou ceux qui ont des villas, et qui ont les moyens, et qui savent égorger eux-mêmes, et qui ont tous les moyens à la maison, pourquoi ne pas le faire? Ils peuvent le faire. Ouais. Mais ceux qui sont dans des cités, et qui vont mettre en danger autrui, ou se mettre en danger eux-mêmes, ceux qui ne savent pas égorger, ceux qui ne savent pas couper, faire la découpe, ils sont obligés de prendre la carcasse si j'ai un boucher. Ceux qui n'ont pas tous ces moyens, ils n'ont pas à le faire. Donc, non seulement notre religion l'a si bien dit, et puis notre conseil de fatwa l'a aussi bien expliqué. Oui, fatwa, oui. Mais, ce que je demande, et ça vous me permettez de le dire, maintenant ce que je propose, on a proposé même par écrit, c'est que au deuxième jour de l'Aïd, faire appliquer un confinement total, pas seulement 2 jours, minimum 10 jours. Pourquoi? Parce que pour empêcher les gens de sortir et aller chez leur famille. Et aussi pour qu'il y ait la relance à partir de septembre. Si on sacrifie pas comme ça une dizaine ou une quinzaine de jours, une fois pour toutes, qui me laisse l'économie de côté. Maintenant, il est question de l'économie comme ça. Vous savez que j'ai l'impression que c'est le confinement le plus lent par rapport à tous les pays. Parce que ni on a travaillé, ni on a sauvé nos peaux. Donc, il y a de là. On fait un confinement à partir du 2e jour de l'Aïd, pendant les jours que les médecins vont préciser, et puis on redémarre juste après. Mais rester comme ça, faire du moitié-moitié, c'est comme l'histoire de bavette. On fait moitié-moitié, confinement moitié-moitié. Donc tout se fait moitié-moitié et ça n'avance pas. On est en train de traîner ça depuis le mois de mars et on va continuer à le faire d'ici la fin de l'année, on va pas s'en sortir. Donc voilà le cri de cœur que j'ai. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais laisser un peu de place pour non, c'est juste oui, professeur Djenouhat, vous qui êtes justement professeur en immunologie, vous êtes aussi président de la Société algérienne d'immunologie, donc vous êtes chef de service aussi à l'hôpital Louis-Bas de biologie médicale. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux gens qui nous écoutent? C'est vrai que les gestes barrières par rapport aux tests aussi, hein, et tout ça. Par rapport aux tests, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les structures hospitalières doivent compter un peu sur leur budget. Oui. Parce qu'enfin, c'était des donations de la Chine, donc c'est l'Institut Pasteur qui distribue les tests. Et maintenant, ces tests sont épuisés au niveau de l'Institut Pasteur. Il y a pas mal de fournisseurs qui sont en train de proposer leurs produits, donc allez vers ça. Donc je lance un appel aux directeurs des structures hospitalières pour commencer à faire des achats de ces tests, pour les commencer. Mais j'aimerais bien apporter une petite précision par rapport au dernier appel, pourquoi Cléa et pas Fouca. Il faut savoir qu'en fin de compte, la cellule de crise, elle se base sur des données. Et ces données, c'est le nombre de malades et le nombre de tests positifs. Et on compare les communes, c'est ce qu'on appelle cerner les clusters. Il y a des villes qui se rapprochent de même pas 500 mètres, mais la ville A, elle a le double, le triple de malades par rapport à la ville B. Et dans cette situation, on est obligé de confiner la ville A et non pas la ville B. C'est-à-dire, oui, bon, il y a aussi les données géographiques, je pense, hein, parce que Foucault est sur la route nationale, c'est lieu de passage, c'est pour cela que peut-être on n'a pas pu fermer. Mais maintenant, du moins qu'on est en pleine émission pour Covid, il y a aussi, on s'attendait à beaucoup d'innovations en Algérie depuis 4 mois, 5 mois. On a beaucoup d'universitaires, de chercheurs. Et à ce jour, malheureusement, moi, j'ai pas entendu parler. J'aimerais bien que quelqu'un me le dise. Qu'est-ce qui a été développé dans le sens de produire
protéger la santé, que ce soit en biologie ou en médecine, ou voilà, même excusez-moi, même en termes de bavette. Quelle est la bavette qu'on doit confectionner, qu'on doit vendre? On n'a pas encore la fiche technique de cette bavette, comment qu'elle doit être. Et aussi, j'irai plus loin. Le e-commerce, par exemple. Moi, j'aimerais bien que les gens du ministère de télécommunications de la Poste me disent depuis les 4 mois passés, pour prévenir justement la maladie, pour que les gens ne sortent pas, pour qu'on puisse réussir un bon confinement, combien de TPE ont été distribués ou Qu'est-ce que vous appelez TPE? TPE, c'est les terminaux de paiement électronique. Parce on est en train de dire qu'il faudrait développer le commerce électronique. Et Algérie Post qui de plus en plus, à partir du 22 de chaque mois, quand on verse les retraites jusqu'à la fin du mois avec les salaires, donc ils sont submergés de personnes et c'est le grand souk à l'intérieur et les gens n'ont pas le choix, ils doivent retirer de l'argent. D'ailleurs, le grand problème qui se pose ces derniers jours, c'est le manque de liquidité. Donc, qu'est-ce que Algérie Post a fait pour nous aider, nous en tant que citoyens, et aider tous les Algériens à assurer les gestes barrières. Donc, si on ne développe pas des choses pareilles pendant cette période, quand est-ce qu'on va le faire? On avait parlé des tunnels de désinfection qui étaient installés un peu partout et qui étaient mauvais. Mais on les a désinstallés, on les a jetés. Mais où sont les tunnels de désinfection à ultraviolets? Oui. Pourquoi on les a pas remplacés? J'espère que votre appel est écouté par les pouvoirs publics. Moi, je voulais revenir un petit peu, puisqu'on parle de santé aussi. On parle de tests, les personnes qui peuvent pas faire de tests, qui font des tests, mais quand il faut vraiment faire le test qu'il faut, la PCR par exemple, qui parfois est suivi du test sérologique, parce que quand le virus descend, donc il faut la sérologie. Tout ça, c'est un peu compliqué pour le citoyen. Mais le citoyen devrait se préparer à quoi? Même s'il prend les mesures qu'il faut et qu'il est contaminé par son voisin ou son frère sans le savoir, il faut peut-être développer aujourd'hui son système immunitaire, se préparer pour ça, développer son système immunitaire, professeur Djenouhad. Qu'est-ce qu'il faut consommer? On parle beaucoup de zinc, c'est très en vogue en ce moment. Il y a des gens qui me rencontrent dans la rue parce que je fais une émission médicale. Alors Célia, qu'est-ce que je peux prendre pour me protéger? Il y a la phobie de tomber malade et on se dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut prendre, docteur, professeur? Pour répondre à cette question, ce qu'il faut savoir, c'est manger le plus normalement possible. Donc il y a des tranches d'âge qui ont un statut immunitaire un peu défaillant, comme les sujets âgés. Les malades chroniques, les malades chroniques, dans ce cas-là, on préconise le zinc. Le zinc, c'est un très bon stimulateur de la réponse immunitaire. Et puis le zinc, je pense, faire une cure, professeur? Terminer la boîte? Terminer la boîte, en fait, quand il n'y a pas d'effet secondaire pour le zinc. Non. Donc on consomme Moi, un comprimé par jour. Je suis pour le zinc. Il n'y a pas de souci. Oui. Il n'y a pas de souci. Oui. Donc, mais pour ce qui on peut prendre la vitamine C en même temps. Bien sûr. On peut prendre la vitamine C. Oui, vitamine C en poudre, c'est celle qui est. Peu importe la composition. Oui, peu importe. Mais la vitamine C avec le zinc, ça marche très très bien. Ça booste quand même le système immunitaire, mais il faut savoir que ça prévient pas. Ça prévient pas, mais parce que la maladie dépend de deux choses. Dépend de la virulence. Ça prévient pas, mais ça nous permet de résister peut-être. Éventuellement résister. Au cas où. Au cas où, on dit au cas où. Mais moi ça c'est des compléments alimentaires si vous voulez. Mais moi je suis très produit bio. Alors professeur, est-ce que vous allez abonder dans le même sens que moi quand on parle de citron, d'ail aussi? Effectivement, ils ont prouvé leur efficacité sur le système immunitaire, mais comme vous le savez, en tant que médecin, on ne doit parler que des médicaments prouvés scientifiquement. Scientifiquement, oui. Mais toutes ces choses-là. Et ça, c'est de l'alimentation aussi connue. Oui. Le bio, il est connu. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie, vous avez parlé par rapport à l'orientation des malades. L'orientation des malades, on est malheureusement dans une situation, vous le savez très bien, on ne peut avoir le résultat de PCR que 8 jours, 10 jours, le malade est déjà En attendant, il est à l'extérieur, ça veut dire qu'il peut contaminer les autres, oui. Donc si on arrive à faire la PCR pour nos malades, c'est déjà, on a franchi une grande étape. Et je préconise à élargir les tests sérologiques, que ce soit au public ou bien
en privé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on critique ces tests, on dit qu'ils sont négatifs dans les premiers jours de l'infection, mais l'Algérien, malheureusement, il a cette culture de n'aller voir un médecin qu'à un stade un peu tardif. Oui. Donc, à ce stade, les anticorps, généralement, ils sont déjà là. Et alors, qui c'est qui devrait faire le test, le test devrait être fait par les spécialistes en biologie médicale. Ça, c'est très, très important. Il y a 5 spécialités en biologie médicale. C'est la biologie clinique, l'immunologie, la microbiologie, même un biochimiste, parasitologue. Ils peuvent éventuellement faire ces tests. Mais il faut que la personne qui interprète ce test ait un diplôme de biologie médicale, et j'insiste sur ce point. À quel moment faut-il faire le test, professeur? Ça dépend. C'est pour le malade, s'il arrive, on peut le faire le jour même, le jour J, lorsqu'il arrive et on a constaté... Non, c'est-à-dire à quel moment le malade pense-t-il à faire un test? À quel moment doit-il faire un test? Généralement, généralement, ces tests ne se positivent qu'à partir du 5e jour. Les techniques les plus sensibles, c'est 5 jours après le début de la symptomatologie. Avant 5 jours, c'est pas la peine de les faire parce qu'ils vont donner un résultat négatif. C'est ce qu'on appelle, c'est pas une fausse négativité, mais ils sont négatifs. Ce n'est qu'à partir du 5e jour. Mesure de température, c'est valable, ça peut aider Ça peut aider, mais j'aimerais bien profiter de ce moment pour sensibiliser un peu la population, parce qu'on parle beaucoup de la fièvre, de la toux. On vient d'aborder cette symptomatologie qui n'est pas récente, la perte de goût et de l'odorat qui est retrouvée chez 2/3 des malades. Ouais. Et maintenant, je profite de cette occasion, car la dernière étude anglaise qui a porté sur 350 000 malades, ils ont constaté aussi que les lésions dermatologiques sont présentes chez 20% des malades. Donc, je lance un appel pour les patients qui ont quelques lésions au niveau de la paume de la main et de la plante des pieds, très très prurigineuses, et parfois ils sont associés à aucun autre symptôme. Et pour des patients qui ont ce qu'on appelle des doigts un peu qui changent de couleur. Blanchi. Pas blanchi, vers le violet. Vers le violet, c'est des indicateurs. Vous faites peur, hein, professeur. C'est des indicateurs de la Covid actuellement, parce qu'on n'est pas dans la période d'hiver où ces lésions peuvent provenir d'autres pathologies. Et les diarrhées aussi, exactement. Professeur. Les diarrhées, c'est connu. Mais ce qui est maintenant à la mode, cette dernière semaine, c'est beaucoup plus les lésions dermatologiques. Un dernier mot. Moi, je fais appel à travers votre émission aux autres services parallèles de l'État. Service de l'eau, par exemple, ils doivent lâcher l'eau, aider les Algériens à rester chez eux, ne pas couper l'électricité, augmenter le débit Internet, libérer le téléphone. Voilà. Pour encourager les gens à rester chez eux. Et puis aider les Algériens à consommer des compléments alimentaires en essayant de les faire passer de les faire rembourser par la sécurité sociale. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Une émission réalisée par Hind Jenhiya. Célia Labou vous accompagne au micro. Mohamed était à la console technique. Nesrine à la régie d'antenne. Professeur Djenouhat Kamel était avec nous. Monsieur Mnowar Hassan était avec nous également en direct. En respectant la distanciation sociale, respectez les gestes barrières, mesdames, messieurs. Le lavage des mains fréquent, le port de masque obligatoire et le lavage des mains et la distanciation physique. Ne l'oubliez pas, ne sortez pas de chez vous si vous n'avez rien à faire. Vous pouvez vous sacrifier cet été et vous aurez une belle rentrée sociale, j'espère, tous pour nous. Merci. Au revoir. Ce programme vous a été présenté par le groupe Saïdal. Saïdal, science et santé. Ministère de l'énergie. Campagne